Deload, deload, deload. Dans le monde de la muscu, tout le monde a ce mot-là à la bouche. Mais déjà, c'est quoi le deload? Le deload ou décharge en français, c'est comme son nom l'indique, une diminution de l'entraînement, plus spécifiquement une diminution programmée de l'entraînement. Ça veut dire qu'on ne fait pas ça au doigt mouillé, on anticipe normalement un petit peu cette décharge. Alors, c'est utilisé par qui? Massivement dans les sports de force, les haltérophiles l'utilisent, les powerlifters l'utilisent beaucoup, les strongmen, et d'une manière générale, en préparation physique pour un sport, par exemple du ski, du foot, n'importe quoi. On l'utilise aussi entre les cycles, souvent d'entraînement, on en reparlera tout à l'heure, des deloads. On a aussi les culturistes qui l'utilisent un petit peu. Bon, tout ça c'est gentil, c'est joli, mais comme tout sujet à la mode, ça part un peu dans tous les sens. Mais une étude toute récente qui vient de sortir en mars 2024 va nous éclairer sur l'organisation des deloads chez des sportifs de force confirmés. Et ça, c'est cool. Les chercheurs ont enquêté auprès de 246 pratiquants de sport de force, dont 74% d'hommes, moyenne d'âge 29 ans, 8 ans d'expérience dans la pratique de leur sport de force et 4 ans d'expérience en moyenne de la compétition. On parle de quel sport? On parle de l'haltérophilie, du powerlifting, du bodybuilding et des strongmen. Il faut savoir que 63% des sportifs sont des sportifs de force athlétique, de powerlifting. Ça montre à quel point, en ce moment, j'ai vraiment le sentiment que l'effervescence autour des sports de force est vraiment drivée et vraiment menée par les powerlifters. Le CrossFit a été un formidable labo de recherche. J'ai l'impression que maintenant, les powerlifters ont pris le lead. Ah oui, j'allais oublier, 54% de tous ces pratiquants ont un coach qui gère leur plan d'entraînement. Les chercheurs ont posé 55 questions à nos sportifs pour savoir d'abord quels sont les buts de ce deload. Ça peut être augmenter les performances, diminuer la fatigue ou préparer l'organisme à un nouveau cycle d'entraînement. Quelle était la durée de ces deloads? En moyenne, 6,4 jours de deload toutes les 5,6 semaines. Ça veut dire que si on veut globaliser et faire une punchline, c'est 6 jours toutes les 6 semaines. Concrètement, comment ça se manifestait sur le terrain les deloads? Ça peut être une diminution du volume d'entraînement, c'est-à-dire moins de séries par semaine pendant le deload. Ça peut être une diminution de l'intensité, c'est-à-dire des charges soulevées moins lourdes. Ça peut être une diminution de l'effort, c'est-à-dire par exemple une augmentation du nombre de répétitions en réserve. Les répétitions en réserve, c'est si tu dois faire 8 répétitions avec 2 répétitions en réserve, ça veut dire que tu t'arrêtes à 8 alors que tu pourrais aller à 10. C'est-à-dire que tu fais 8 répétitions et tu as 2 répétitions en réserve. Et bien ça, lors des deloads, ça pouvait être quelque chose qui était modulé. Par contre, qu'est-ce qui ne changeait pas pendant ces périodes de deload par rapport à l'entraînement normal? Le nombre de séquences, le nombre de trainings par semaine restait globalement le même et le choix des exercices restait aussi globalement le même. On entend par exercice les exercices polyarticulaires qui impliquent beaucoup d'articulations, au moins 2. On pense bien sûr au squat, au soulevé de terre, au deadlift, aux tractions. Et puis dans les sports de type haltéro, les mouvements de compétition étaient aussi maintenus, c'est-à-dire on pense à l'arraché, à l'épaulé jeté. Ah oui, j'allais oublier, il y avait aussi 48% des pratiquants, donc un peu moins d'un sur deux, qui pendant les deloads rajoutaient des méthodes de récup. C'était quoi? Il y en avait 3 principales, les massages, les automassages et le stretch statique. Le stretch statique, c'est quoi? C'est je prends un point fixe, j'étire par exemple mon grand pectoral et je reste statique pendant la durée de l'étirement. Voilà, grosso modo, ce que c'est un stretch statique. Cette étude est super intéressante car elle regroupe plein de sportifs de force et les questionne sur ce qu'ils font vraiment dans leur pratique. Donc ça, c'est très cool. Il y a quelques petites limites. La première, c'est que c'est quelque chose de déclaratif, c'est-à-dire que c'est une enquête, 55 questions posées aux sportifs. Donc vous allez me dire, il y en a qui peuvent mentir. Alors pourquoi mentir? On peut se poser la question. À mon avis, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Surtout que là, en plus, c'est anonymé. C'est-à-dire que on ne sait pas qui vous êtes. Non, ce que je crois plutôt, c'est que parfois, on peut mal comprendre une question. Ça peut arriver. Donc voilà, l'erreur, elle peut plutôt venir d'une incompréhension plutôt que quelque chose de malhonnête, on va dire. Il n'y a pas d'intérêt à mentir. Dans l'étude, il n'y a pas de distinguo entre le niveau des compétiteurs. Il faut savoir que c'était un super effectif composé
à 19% d'internationaux dans leur sport, 34% de nationaux, 15% de régionaux et 32% qui font des compétitions au niveau local. Donc vraiment un super panel. Par contre, on ne fait pas le distinguo dans l'étude entre les résultats pour les internationaux et les locaux. Bon, c'est une petite limite, mais enfin, il ne faut pas non plus trop exiger de choses, surtout quand le boulot est vraiment très bien fait comme dans cette étude. Dernière chose, on peut se demander, mais est-ce qu'il y a une notion de perf? Parce que bon, on fait des deloads, on sait comment les gens font les deloads, très bien, mais est-ce que ça sert à quelque chose finalement? Alors pareil, il y avait des questions pas mal ficelées pour savoir si ça fonctionnait. 88% ont déclaré qu'ils diminuaient la fatigue grâce à leur deload, 69% qu'ils augmentaient leur motivation grâce à celui-ci, et 67% qu'ils augmentaient les perfs. Donc on peut dire que les deloads, d'un point de vue déclaratif, donc subjectivement, ou objectivement, hein, peut-être qu'ils prennent aussi les perfs en compte, et ben ça fonctionnait. Maintenant, on a vu que le deload, ça pouvait prendre plein de formes. Diminution du volume, diminution de l'intensité, diminution de l'effort. Ok, mais alors du coup, on fait quoi? Alors, je vais vous donner mon expérience sur les deloads. Moi, j'utilise le protocole suivant. Entre deux gros blocs d'entraînement, par exemple un bloc d'hypertrophie fonctionnelle, 6 à 8 répétitions, et puis ensuite un bloc de force max, 3, 4 répétitions, on peut faire un deload. Le deload que je conseille, moi, c'est d'abord un allègement du volume d'entraînement. C'est pas qu'alléger l'intensité, c'est pas intéressant. L'intensité, c'est la charge soulevée. Le volume, c'est le nombre de séries. C'est juste que si on ne sait pas lequel prendre, on a plus souvent des bons résultats en prenant le volume d'entraînement en allègement. Je fais des allègements pour mes athlètes de 5 à 7 jours. Donc dans l'étude, c'était 6 jours, on est complètement dedans. Et je fais des allègements de volume d'entraînement, donc de nombre de séries, de 30 à 50%. C'est-à-dire que si vous aviez normalement 10 séries, et ben vous passez minimum à 7, maximum à 5 séries. Donc des allègements de volume peuvent vous permettre un deload. Vous avez vu, ce deload, normalement, c'est planifié. Alors, planifié ne veut pas dire rigide et dur comme du bois. Ça veut dire que, certes, vous avez un cadre à l'esprit, mais vous vous sentez libre de vous autoréguler aussi un petit peu. Hein. On n'est pas des terminateurs non plus. Ah oui, j'allais oublier, je n'ai pas donné à chaque fois dans la vidéo les pourcentages de réponses pour chaque question, justement. Car vous allez retrouver en commentaire épinglé de cette vidéo, tout en haut, l'étude complète, l'enquête complète en anglais, mais assez simple à comprendre. Vous pouvez aller farfouiller si ça vous dit. Si ça vous dit aussi, mardi prochain, vous allez recevoir une newsletter exclusive de ma part, elle s'appelle La Pépite. Par exemple, mardi dernier, on a parlé de la comparaison entre le front squat, le back squat et l'impact sur le dos. Vous avez raté cette newsletter de mardi dernier, ne ratez pas celle de mardi prochain. Cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête pour ne pas la louper chaque mardi.